Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part découvrir un roi d'Angleterre avec une très mauvaise réputation, largement diffusée par la littérature, les films et la télévision. Opposé malveillant de son frère, le grand roi guerrier Richard Cœur de Lion, Jean sans Terre est entré dans l'histoire sous les traits d'un prince félon et sans aucun scrupule. Ces portraits dressés par les chroniqueurs du Moyen-Âge. Mais est-ce la vérité? Le roi Jean sans Terre règne de 1199 à 1216, avec comme réputation d'être l'un des pires rois anglais, tant pour son caractère que pour ses échecs. En effet, il perd les terres angevines des Plantagenets en France et affaiblit tellement l'Angleterre sur le plan financier que les barons se rebellent. Son frère aîné, Richard Cœur de Lion, est adoré et reste aujourd'hui encore l'un des plus grands rois d'Angleterre, avec une très grande aura de guerrier et de bonté. En revanche, Jean sans Terre, surnommé dans d'innombrables œuvres comme le prince Jean, est considéré comme l'un des pires monarques de toute l'Angleterre, pour avoir perdu la majeure partie de l'Empire plantagenet, et surtout sa terre ancestrale en Normandie, et pour avoir signé la Magna Carta, l'une des pierres angulaires de la démocratie anglaise. Mais mérite-t-il cette si mauvaise réputation? Allons ensemble le découvrir. Jean sans Terre est le mauvais roi par excellence, le plus légendaire de l'histoire d'Angleterre. Son tempérament vindicatif, jusqu'à la cruauté, sa déloyauté, son affrontement avec l'Église, ainsi que la classe sociale à laquelle appartenaient les chroniqueurs qui ont écrit son histoire ont obscurci les qualités de souverain qu'il a pu avoir, renforcées par le cinéma, la littérature, la télévision. La figure de Jean Ier contraste en outre avec celle de son frère Richard Cœur de Lion, le héros légendaire, guerrier par excellence. Et Richard est entré dans l'histoire comme l'un des rois les plus glorieux de son pays, alors qu'il n'a passé que 6 mois en Angleterre, et que sa langue maternelle était le français, pas l'anglais. Au contraire, Jean est souvent accusé d'être le pire des rois d'Angleterre. Aucun de ses successeurs ne portera d'ailleurs son prénom. La mauvaise réputation de Jean est définitivement inscrite dans le roman historique de Walter Scott, Ivanhoe, où il est présenté comme l'usurpateur du pouvoir de son frère, alors que celui-ci est retenu prisonnier dans le Saint-Empire romain germanique de retour de croisade. L'image négative de Jean sans Terre est étroitement liée à celle de la dynastie à laquelle il appartenait, les Plantagenets. Une lignée de l'aristocratie féodale française qui dominait le comté d'Anjou et dont le surnom venait du Geneck Godefroy V, le grand-père de Jean, piqué à son couvre-chef. Godefroy V avait épousé Mathilde, héritière d'Henri Ier d'Angleterre, lui-même fils de l'illustre Guillaume le Conquérant, le chevalier normand qui avait pris le pays en 1066. En 1154, après un long conflit de succession, Henri, le fils de Godefroy et de Mathilde, est couronné roi d'Angleterre. Or, Henri de Plantagenet n'est pas seulement roi d'Angleterre. Par sa mère, il reçoit également la Normandie, tandis qu'il hérite de son père, le comté d'Anjou, ce qui lui donne le contrôle de tout le nord-ouest de la France. Ces vastes domaines s'accroissent encore lorsqu'Henri II épouse Aliénor d'Aquitaine, héritière d'un important territoire dans le centre et le sud de la France. L'ensemble de cet assemblage territorial, auquel s'ajoute le contrôle du pays de Galles, ainsi qu'une bonne partie de l'Irlande et la soumission du roi d'Écosse, constitue ce que l'on appelle l'Empire plantagenet. Des possessions aussi étendues alimentent la cupidité, à commencer par celle des propres fils d'Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. À la naissance de Jean, son père a déjà distribué les titres de ses domaines entre ses 3 fils vivants, Henri le Jeune, Richard, futur Richard Cœur de Lion, et Godefroy. C'est pourquoi le roi lui-même surnomme son dernier fils Jean sans Terre. On peut penser que dès son enfance, ce sobriquet a rendu Jean avide de possessions territoriales pour compenser sa mise à l'écart.
Mais Henri de Plantagenet n'avait en réalité aucune intention de négliger les droits de son fils. Et celui-ci est même rapidement devenu son préféré. Le roi passait beaucoup de temps avec Jean durant son enfance. Après avoir voulu le destiner en vain à une carrière ecclésiastique à l'abbaye de Westminster, il envisage de lui octroyer de vastes terres par le biais de son futur mariage avec la fille du comte de Maurienne, ce qui provoque la colère et la révolte des frères aînés de Jean. Plus tard, Henri II fait en sorte que les rudes barons anglo-normands et gallois qui gardent ces domaines en Irlande rendent hommage à Jean pour leur fief, à ses propres côtés, renforçant ainsi la légitimité de Jean et son pouvoir. Mais Jean doit retourner en Angleterre au bout de 6 mois seulement, après avoir provoqué de nombreux conflits avec les dirigeants de l'île. Il commence alors à se forger une réputation d'homme politique irresponsable et capricieux. Un chroniqueur contemporain, le moine Gerhard de Galles, dresse ainsi le portrait du prince à l'âge de 19 ans. Pris dans les difficultés et les tentations d'une jeunesse instable et dissolue, il était comme de la cire malléable aux impressions du mal, mais obstiné contre ceux qui l'avertissaient du danger. Complaisant envers les caprices du moment, il n'opposait aucune résistance aux impulsions de la nature. Pour Henri de Plantagenet et ses fils, les domaines qu'ils possèdent en France sont bien plus importants que ceux des îles britanniques, car leur dynastie est composée de Français de Normandie et d'Anjou. La conquête normande de l'Angleterre en 1066, juste un siècle avant la naissance de Jean, lie inextricablement la politique et la culture anglaise à la France. Si Jean n'avait pas perdu autant de terres françaises, Anglais et Français auraient pu continuer à se rapprocher et peut-être fusionner en un seul et même État. On peut donc se demander dans quelle mesure l'union territoriale entre l'Angleterre et la France aurait pu subsister sous des rois plus compétents que Jean sans Terre. Cependant, les possessions en France constituaient un facteur de faiblesse pour les Plantagenets, car elles faisaient d'eux des vassaux du roi de France, souverain féodal de toutes les terres françaises en qualité d'héritier de Charlemagne. C'est ainsi qu'en 1202, Philippe Auguste dépose Jean sans Terre de la Bretagne, de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou pour ne pas avoir comparu devant son tribunal alors qu'il était accusé par une famille rivale, les Lusignans. Un autre trait qui caractérise Jean sans Terre dès son plus jeune âge est sa propension à la déloyauté. Henri de Plantagenet le constate avec amertume à la fin de ses jours. Affaibli à la suite d'une chute de cheval, il ordonne à son fidèle chevalier, vous l'avez deviné, Guillaume le Maréchal, de préparer une liste des traîtres qui conspirent contre lui. Mais lorsque Guillaume le Maréchal commence à lire cette liste, il s'aperçoit que le premier nom est celui de Jean sans Terre. Le roi s'en rend compte et l'arrête. Qui en a dit assez? Henri II meurt 3 jours plus tard, le 6 juillet 1189. Malgré leur querelle passée, Jean sans Terre se rend immédiatement chez le nouveau roi, son frère Richard Cœur de Lion, pour confirmer son héritage. Celui-ci le reçoit amicalement en Normandie et fait preuve de la générosité qui le caractérise. Loin de laisser son cadet sans terre, il lui accorde immédiatement toutes celles que leur père lui a nominalement octroyées, y compris celle de Nottingham, le comté du légendaire Robin des Bois, avec les bénéfices de la forêt de Sherwood, et le confirme dans le titre prestigieux de comte de Mortaine. Le mariage de Jean sans Terre avec sa cousine Isabelle de Gloucester, le 29 août 1189, lui confère la dignité de seigneur des Marches de Galles, à laquelle s'ajoute la seigneurie d'Irlande héritée de son père. En 1190, un an après son accession au trône, Richard Cœur de Lion part pour la Terre Sainte afin de libérer Jérusalem, qui vient d'être conquise par Saladin. Conscient des ambitions et du peu de scrupules de son jeune frère, il confie la gouvernance de l'Angleterre au chancelier William Longchamp. Jean sans Terre commence aussitôt à intriguer contre William jusqu'à obtenir la destitution de ce dernier, tandis qu'il parcourt le pays en se faisant reconnaître de toute
laissant entendre que Richard Cœur de Lion reviendra jamais de croisade. On raconte aussi qu'il entre en contact avec le roi de France Philippe Auguste, lorsque celui-ci rentre de croisade à laquelle il a participé avec Richard Cœur de Lion. En France, Aliénor d'Aquitaine tente de freiner son fils, craignant que dans son esprit léger, l'adolescent ne prête oreille aux conseils des Français et complote à la ruine de son frère. Finalement, Richard Cœur de Lion aussi quitte la Terre Sainte, mais en traversant l'Autriche, il est fait prisonnier par le duc Léopold V, un ennemi personnel qui le remet à l'empereur germanique Henri VI, lequel exige une énorme rançon pour sa liberté. Jean sans Terre profite de cette captivité pour tenter de s'emparer du contrôle total de l'Angleterre, mais ses efforts échouent face à la loyauté qu'inspire le souverain prisonnier. Enfin libéré et de retour en Angleterre, Richard Cœur de Lion dépossède son frère de ses terres, mais tous deux se réconcilient un an plus tard. Personne n'imaginait que Richard Cœur de Lion meure peu de temps après, en 1199, des suites d'une blessure infligée lors du siège du château de Chalus en France. Sur son lit de mort, pressé par sa mère, Richard Cœur de Lion pardonne les trahisons de Jean sans Terre et le désigne comme son successeur au détriment d'Arthur de Bretagne, le fils de son frère aîné Godefroy, dont les prétentions sont légitimes, mais qui n'a que 12 ans. Le caractère impulsif et presque cruel du roi Jean sans Terre contraste avec le chaleureux générosité de son prédécesseur. C'est un trait fatal dans un monde où les monarques ont besoin de forger des alliances et d'entretenir les loyautés. Dès son accession au trône, Jean sans Terre annule son précédent mariage avec Isabelle de Gloucester, dont il n'a pas eu d'enfant, pour épouser Isabelle d'Angoulême. C'est une décision soudaine, qui a parfois été présentée comme le résultat d'un engouement pour une belle et jeune fille d'à peine 12 ans. En réalité, ce mariage est le résultat d'un calcul politique, comme vous vous en doutez. Isabelle lui donne des droits et des alliés sur les territoires d'Angoulême, et surtout, en l'épousant, Jean sans Terre rompt le mariage préalablement convenu avec Hugues de Lusignan, qui aurait donné à ce dernier un pouvoir trop important dans l'ouest de la France. Les Lusignans protestent auprès de leur suzerain, le roi de France, qui convoque Jean sans Terre, son vassal, sur le sol français, afin de régler le conflit. Mais le roi d'Angleterre ignore cet ordre, refusant de reconnaître Philippe Auguste comme son suzerain, de sorte que ce dernier, exerçant son pouvoir féodal, le condamne comme traître, le dépossède de ses territoires en France et le remet au neveu de Jean, Arthur de Bretagne. S'ensuit une guerre ouverte entre le roi de France et Jean sans Terre pour les terres que celui-ci possédait sur le continent. Malgré son sobriquet d'épée molle, Jean sans Terre fait preuve d'une réelle compétence militaire dans ce conflit. Les troupes des Lusignans envahissent le Poitou, assiègent le château de Mirabeau où se trouve Aliénor d'Aquitaine. En l'apprenant, Jean Ier parcourt avec son armée près de 130 km en 2 jours, brise le siège et fait plus de 200 prisonniers. Parmi eux se trouve son neveu Arthur. Jean a conscience que beaucoup voient dans Arthur l'héritier légitime non seulement des terres françaises des Plantagenets, mais aussi de la couronne d'Angleterre. Après son transfert dans une prison de Rouen, on n'entend plus jamais parler du malheureux prince de 16 ans. Certains disent que Jean sans Terre, ivre de colère, l'aurait tué de ses propres mains. D'autres qu'il aurait chargé de l'assassiner par Guillaume de Briouze, un noble spécialisé dans les basses besognes. Aliénor, la sœur aînée d'Arthur, est emprisonnée à vie au château de Bristol. Ce n'est pas la seule démonstration que donne Jean sans Terre de son caractère implacable et féroce. Il fait également transférer une vingtaine de prisonniers de Mirabeau au château de Corfe, dans le sud de l'Angleterre, avec une lettre à son gouverneur ordonnant de les laisser mourir de faim, ce qui sera fait. Cela n'a pas empêché les Français, dotés de ressources militaires bien supérieures, de conquérir la Normandie en 1204. Et 2 ans plus tard, l'Anjou, le Maine et une partie du Poitou. Le grand empire plantagenet se décompose peu à peu.
Après ses pertes territoriales, Jean sans Terre déplace sa résidence principale en Angleterre, ce qu'il fait probablement volontiers, car il est le premier roi depuis la conquête normande à bien parler la langue de son pays. Déterminé à prendre sa revanche sur la France, il entreprend une réforme de l'administration, augmente les impôts et mène une enquête sur les titres féodaux des chevaliers. Cela provoque le ressentiment de nombreux nobles que le roi traite sans ménagement. Le meilleur exemple de méthode utilisée par le roi avec ses barons et qui arrive à Guillaume de Bruce, son favori pendant des années. En 1206, Guillaume tombe en disgrâce au prétexte qu'il n'a pas payé au monarque les sommes d'argent liées au fief qu'il a reçu. Et il s'enfuit en Irlande, tandis que Jean confisque ses domaines. Guillaume se réfugie ensuite au pays de Galles, où il aide le prince Lievling le Grand à se soulever contre le monarque anglais. Poursuivi par celui-ci, il finit par fuir dans le royaume de France. Mais Jean sans Terre capture l'épouse et le fils de Guillaume et les emprisonne dans les cachots des châteaux de Windsor et de Corfe, où il les laisse mourir de faim. On raconte que l'épouse Maude a dévoré le cadavre de son fils avant de mourir elle-même. Comme si cela ne suffisait pas, sa décision de refuser la nomination d'Étienne Langton comme archevêque de Canterbury en 1207 entraîne Jean sans Terre dans un long conflit avec la papauté. Pendant 5 ans, l'Angleterre subit l'interdiction papale, ce qui signifie qu'aucun service religieux ne peut être célébré dans une église du pays. Jean sans Terre profite de cette situation pour remplir ses coffres avec les revenus des charges ecclésiastiques restées vacantes. Mais cette excommunication pontificale expose le roi au risque d'être destitué par ses ennemis. En 1211, les principaux barons du pays organisent un complot pour l'assassiner lors d'une campagne contre les rebelles gallois, mais leur tentative échoue. Jean sans Terre essaye de sortir de cette situation en se réconciliant avec l'Église. Il déclare le royaume d'Angleterre vassal de la papauté, à laquelle il promet de verser une forte somme annuelle. En échange, il espère que le souverain pontife deviendra son allié dans sa lutte contre les barons et le roi de France. Mais les événements ne remplissent pas ses attentes. En France, Jean sans Terre subit une défaite définitive contre Philippe Auguste à la bataille de Bouvines le 27 juillet 1214. Et à son retour en Angleterre, de nombreux nobles s'unissent contre lui, marchent sur Londres et le forcent finalement à signer le 15 juin 1215 la Magna Carta, par laquelle le monarque satisfait diverses doléances de la noblesse, de l'Église et d'autres catégories de la population. Surtout, il s'engage à ce que ses sujets soient désormais jugés par des tribunaux et non selon sa volonté. Si le roi viole les termes de la charte, une commission de 25 barons pourra le condamner comme tyran et le destituer. Or, Jean sans Terre abroge la Magna Carta dès qu'il peut regagner le soutien du pape, ce qui déclenche la première guerre des barons. En octobre 1216, cependant, le souverain décède, victime de dysenterie, alors que ses barons tentaient d'imposer un prince français comme nouveau roi. Son fils Henri III, âgé de 9 ans, lui succède. La loyauté indéfectible de quelques barons, notamment de Guillaume le Maréchal, sauve le trône d'Henri III et en même temps l'héritage de la Grande Charte. Mais dans la mémoire anglaise, Jean sans Terre demeure le mauvais roi Jean, le prince Jean, le tyran odieux immortalisé par Sir Walter Scott. La Grande Charte Magna Carta, signée par le roi Jean sans Terre en 1215, comporte 63 clauses. Plusieurs d'entre elles révèlent l'intervention du clergé dans l'élaboration du document. La première, par exemple, garantit la liberté de l'Église. D'autres répondent aux préoccupations des barons, comme la fameuse clause 39, qui instaure l'obligation que tout homme libre soit jugé par ses pairs conformément à la loi et non selon la seule volonté du roi. La plus radicale est la clause 61, dans laquelle le roi accepte qu'un comité de 25 barons s'engage
dans toute leur force à assurer le respect de la paix et des libertés garanties par la charte, de sorte que si le roi ou ses officiers maltraitent une personne ou violent l'un des articles, ils attaqueront Jean par tous les moyens, ainsi que toutes les communautés nationales s'empareront de châteaux et de terres, ne protégeant que son intégrité physique et celle de sa famille. Cette clause sera supprimée dans les versions ultérieures de la Magna Carta. Les autres, en revanche, deviendront la pierre angulaire du système juridique anglais et de son régime royal parlementaire. Comme on l'a vu, fils d'Henri II Plantagenet, 1154-1189 et d'Aliénor d'Aquitaine, Jean Santerre succède à son frère aîné, Richard Cœur de Lion, qui règne de 1189 à 1199. La célèbre Magna Carta, qu'il fut obligé de signer, limite le pouvoir royal et souligne la primauté de la loi sur tous, y compris la monarchie. Un autre nom fréquemment associé au roi Jean Santerre est celui du légendaire Robin des Bois, hors la loi qui volait les riches et donnait aux pauvres. Mais il existe peu de preuves historiques sur l'existence d'un tel personnage. Et s'il a existé, aucune preuve qu'il ait jamais donné du fil à retordre à Jean Santerre. Après la mort du roi, alors qu'il fuyait une force d'invasion française, il fut remplacé par son jeune fils Henri III, 1216-1272. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.